l'arme de poing que vous allez utiliser. Vous êtes placé en garde à vue. Attendez, je rassure, monsieur. On a certainement un voisin du cambriolage chez qui on devait aller, qui a été cambriolé aussi. Ils n'en ont pas fait 15, on en fait plusieurs. Vous avez des bijoux de valeur, monsieur? Oui, des montres, des colliers, des alliances. On peut trouver de l'ADN même si on met des gants. Reste là, au sol, au sol, au sol! Mets-toi au sol, au sol! « 157, 157, la Clio noire. Je vais vous faire donc une rétention du permis de conduire parce que vous ne pouvez plus conduire à partir de maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Contrôle tes papiers, Non, c'est tout. monsieur, vous restez là. C'est quoi? Ils vont tous se faire enculer. Puis il a sorti son flingue, il nous a pointé. On vient chez vous, vous êtes placé en garde à vue. Ah ben voilà. Ah, la 407. Ah, il est là, sa 407. Elle est là. Dans l'arrière-pays varois, les gendarmes de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume le savent bien. Lorsqu'une affaire commence, il faut s'attendre à tout. Au pire, on double, hein? Allez, j'y vais, moi. Ce jour-là, c'est Francis, 34 ans, qui va en faire l'expérience. Arrivé à la brigade il y a 3 ans, cet officier de police judiciaire est un homme d'action. Il a passé plusieurs années dans un groupe d'intervention. Oui, bonjour, la gendarmerie de Saint-Maximin. Je vous appelle concernant les 2 gardes à vue. Alors que sa journée se termine, il est appelé en urgence à l'accueil. Bonsoir. Ce couple, qui habite la région, vient porter plainte. Vas-y, rentrez. Âgé d'une quarantaine d'années, l'homme et sa compagne sont traumatisés après une très mauvaise rencontre sur la route. Dans le village, on roulait à allure très lente. Il y avait une voiture qui avançait pas devant, qui s'est portée un peu sur la gauche. Et je l'ai vu, lui, vouloir me doubler. Ça faisait un moment qu'il était derrière, un peu chaud. Et moi, je me suis décalé pour pas qu'il double, pour pas qu'il cartonne. Et là, ça lui a vraiment pas plu. Il m'a suivi jusqu'à chez moi. Quand j'ai entendu crier, je suis sorti à côté de mon compagnon et j'arrive à côté. Il criait et puis il a sorti son flingue. Il nous a pointé. Un homme armé qui se promène dans le secteur et menacerait les habitants pour un oui ou pour un non. Francis doit intervenir rapidement. Les victimes sont terrorisées. Comme il est revenu après sur le lieu de domicile des victimes, on voudrait l'interpeller, placer en garde à vue dès ce soir. Les victimes ont pu relever la plaque d'immatriculation du suspect. Les gendarmes ont trouvé son identité. Il est âgé de 25 ans et travaille comme intérimaire. Il est déjà connu des services pour des violences et usage de stupéfiants. Alors les gendarmes prennent leurs précautions. Gendarmerie! Bonjour, là, vous sortez, s'il vous plaît. Le suspect est bien sur place, en train de prendre une douche. Il est interpellé en douceur. Premier objectif des gendarmes, récupérer son arme. Là, je vais vous montrer l'arme de poing que vous allez utiliser. C'est ça où on retourne à la maison. On va la chercher. On va la trouver ici. L'homme vit chez les parents de sa petite amie. Il indique aussitôt aux gendarmes l'endroit où il a caché ce pistolet. C'est un factice. Visiblement, c'est un pistolet à billes qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à un vrai. Visuellement, on ne peut pas savoir que c'est un faux. Le pistolet est faux, mais les faits sont graves. Menace avec arme. Vous êtes placé en garde à vue. Attendez, je rassure, monsieur. Passez les menottes. Pour s'assurer qu'il ne cache rien de dangereux, Francis veut fouiller la maison. Et la réaction du jeune homme va le surprendre. Vous vivez ici, monsieur? Oui. Donc on va faire une perquisition en votre présence. D'accord. Non, vous n'avez pas le droit, il faut un mandat. Monsieur, les mandats, c'est aux États-Unis, d'accord? Ici, ça n'existe pas en France. Manifestement, cette fouille l'inquiète. De quoi intriguer les gendarmes qui décident d'inspecter le moindre recoin de la maison. Garage, grenier et même les toilettes. Toutes les pièces
Sauf une, fermée à clé. C'est quoi là? C'est une chambre aussi. Je comprends pas pourquoi toutes les pièces sont ouvertes, sauf celle-ci. En fait, si vous voulez, on ferme toutes les chambres. Et qui les ferme? On les ferme à clé. Oui, c'est ça. C'est qu'à la clé. Ben justement, je sais pas, la clé, on l'a perdue, ça fait au moins 4-5 jours et ça fait un bon moment. Une clé perdue? Les gendarmes ne vont pas se contenter de cette version. Sinon, on va casser, hein, mais bon, c'est dommage pour votre maison. Hein. On ne repart pas derrière. Et le couple retrouve soudain la mémoire. La clé serait dans son jean. Ah, c'est ça. C'est ça? Et voilà. C'est bon, on a la clé. On la réapparaît. C'est magique. C'est bon, il y a la clé. C'est magique. Ah ben voilà. Francis découvre une pièce entièrement consacrée au séchage d'herbes de cannabis. Mais c'est ma fumette à moi, ça n'y a rien de fabuleux. Suspendu au plafonnier, des pieds en train de sécher. Et dans ce carton, une dizaine de bocaux remplis de stupéfiants. Près d'1 kilo d'herbe. On s'y attendait à moitié en fait, hein, suivant, on connaissait un peu les antécédents. On était parti un peu pour ça aussi. C'est quoi les antécédents? La production, de produits stupéfiants, la revente. Pour le couple, les choses se compliquent. Mais c'est une blague. Sérieusement, vous pensez que c'est une blague? L'affaire qui avait commencé par une altercation entre automobilistes s'alourdit avec cette découverte de stupéfiants. C'est cadeau, c'est pour vous dans la voiture ça. Le suspect sera placé en garde à vue. Sa petite amie sera entendue séparément pour comparer leurs deux versions. Faites-vous un petit peu. À ce stade, pour Francis, difficile de dire s'il s'agit d'un trafic, passible de 5 ans de prison et 75 000 € d'amende, ou seulement d'usage de stupéfiants, puni d'1 an de prison et 3 750 € d'amende. Ces deux gros fumeurs, apparemment ils disaient qu'ils avaient fait la récolte pour l'hiver. Mais bon, c'est dur à dire, c'est dur à dire. Ça peut être de très gros fumeurs qui ont pris pour tout l'hiver et à ce moment-là, non, ça pourrait correspondre. Sur décision du procureur, la jeune femme sera relâchée. Son compagnon, lui, reconnaîtra avoir menacé le couple. Il écopera de 6 mois de prison ferme. Le tribunal ne retiendra pas le trafic de stupéfiants, mais ajoutera une obligation de soins pour lutter contre sa dépendance au cannabis. Ça a tout l'air d'un paradis sur terre. L'arrière-pays varois, avec ses petits villages, ses jolies maisons et ses chaleureux marchés provençaux. La vie y est douce et agréable, du moins en apparence. Car l'envers de la carte postale est beaucoup moins paisible. Ici, juste au-dessus de Marseille et Toulon, les gendarmes de Saint-Maximin à la Sainte-Baume sont chaque jour en alerte. Cambriolage. Vous avez des bijoux de valeur, monsieur? Oui, des montres, des colliers, des alliances, des bagues. Agression ou violence familiale. Il lui a dit « Puisque tu défends ta pute de merde, t'as plus de père !» Le quotidien de ces 60 gendarmes varois est loin d'être de tout repos. Mets-toi au sol! Au sol! Au sol! D'autant que ces militaires doivent aussi faire la loi sur de grands axes routiers. Comme l'autoroute A8, l'une des plus fréquentées de France, 70 000 véhicules par jour. Pour traquer les délinquants de la route, un peloton motorisé multiplie les patrouilles. Excès de vitesse, comportements inconscients et même des affaires de mœurs. Cette personne se masturbe ouvertement devant tout le monde. Pendant plusieurs semaines, nous avons suivi ces hommes et ces femmes de terrain. C'est quoi? Ils vont tous se faire enculer. Jérémy est officier de police judiciaire. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. À 29 ans, il est sur les traces d'une équipe de cambrioleurs particulièrement active. Là, vu comment la maison est fouillée, oui, ils cherchent des bijoux. Mylène, 28 ans, était cadre supérieur dans les assurances avant de s'engager dans la gendarmerie. Chaque jour, elle doit réagir en urgence pour éviter des drames. Là-bas, elle part. Non, non, c'est une ancienne IMAT. Ah, la 407. Ah, il est là, sa 407. Elle est là. Là, là, là. Cédric, lui, est motard. Il traque les excès de vitesse sur l'autoroute et endosse parfois le rôle d'enquêteur. On est d'accord, vous y êtes bien allé cette nuit à minuit? Oui, oui. Voilà.
Un quotidien bien loin de la douceur provençale. Ça rigole pas là. Non. Le plus difficile pour les gendarmes d'une petite commune comme Saint-Maximin, c'est d'arriver à repérer les affaires urgentes, celles qu'il faut régler en priorité parce qu'elles peuvent dégénérer. Ce matin-là, c'est Mylène, 28 ans, qui est de permanence à l'accueil. Allô? Oui, ne quitte pas, je te passe le gradé de permanence. Mylène travaillait dans les assurances il y a encore 3 ans. Elle a décidé de changer de vie. Elle voulait servir et protéger la population. Bonjour madame. Et elle est servie. À peine la grille ouverte, un défilé incessant commence. Je vous laisse patienter, je m'occupe de vous dans 2 minutes. Hein. Des dizaines de petits et de très gros problèmes à gérer. Alors dites-moi. J'ai retrouvé ma voiture abîmée. C'est quoi comme menace? Qu'il allait s'occuper de mon cas. Un instant. Hein. Gendarmerie de Saint-Maximin, bonjour. Monsieur, bonjour. Bonjour madame. Dites-moi. C'est pour une plainte pour une fraude à la carte bancaire. Alors. Toute la journée, entre le téléphone qui sonne et les dépôts de plainte, Mylène ne sait plus où donner de la tête. Allez, je vais voir avec lui. Vous quittez pas. Hein. Ne quittez pas. On sait que ça s'arrête pas, ouais. C'est. On n'a pas le temps de s'ennuyer. Ben voilà, c'est reparti. Un rythme soutenu, et pourtant Mylène doit garder les idées claires. Car au milieu de toutes ces affaires, elle doit repérer celles qui peuvent tourner au drame et réagir au plus vite. C'est justement ce qu'elle va devoir faire maintenant. Bonjour, donc voilà, c'est vous que j'ai eu au téléphone tout à l'heure, vous l'avez récupéré. Cette femme est à bout de nerfs. Elle vient porter plainte contre son ex-mari qui installe ses panneaux un peu partout dans la commune. Dessus, il inscrit dans le détail toutes les querelles du couple. Ça, c'est votre adresse? Ah ouais, d'accord. Accusation mensongère, harcèlement, manipulation, privé de mon fils. Ah ouais, d'accord. Privé de mon fils, 6 mois, poussée, dépression, suicide. Du harcèlement, puni par la loi. L'ex-mari, un commercial de 50 ans, encourt 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Mais ce qui inquiète surtout Mylène, c'est qu'il a déjà été condamné pour des violences sur son ex-femme. Il m'a dit de toute façon, je vais t'isoler, il me dit tu longeras les murs, les gens vont te fuir, tout ça va devenir infréquentable. Mais c'est ce qu'il veut. L'ex-mari pourrait en venir aux mains. Dans ce genre de cas, les gendarmes doivent intervenir au plus vite. Bah là, au vu des accusations, quand même, c'est, je dirais, plus que grave, hein, parce que quand même, il y a son nom, son prénom, il y a son adresse, et tout ce qui met quand même accusation, harcèlement, manipulation, c'est... Avant que l'affaire ne dégénère, Mylène mobilise ses collègues pour tenter de retrouver cet homme. Du coup, il s'amuse à placarder tout ça. Voilà, la dame, elle dépose plainte contre lui. Comme elle l'a vu ce matin au centre de Saint-Maximin, il tournerait. L'ex-mari vit à l'autre bout de la France. Mais d'après son ex-femme, il rôderait actuellement dans les environs. Ses 2 collègues de Mylène, Jérémy et Jonathan, vont tenter de l'interpeller. Ils connaissent la marque de sa voiture et son immatriculation. Des fois que lui se cache et qu'il attende sa sortie ou quoi que ce soit, vu dans l'état dans lequel il a l'air d'être, vaut mieux aller faire un tour, je pense que c'est pas plus mal, ouais. Le problème, c'est que là, ça prend des proportions trop importantes. Là. Ouais, oui, il faut agir. Ah là, clairement, faut réagir. Jérémy ne croit pas si bien dire. À peine arrivé aux abords du domicile de la plaignante... Ça doit être ça, le panneau, à mon avis. De nouveaux panneaux, installés le matin même. Les gendarmes vont en découvrir tous les 500 mètres. Étonnant. C'est vrai qu'il en a fait un paquet, quand même. Hein. Allez, bah tiens. Allez, hop, vamos. Le petit pousset, quoi. 5 panneaux en l'espace de quelques kilomètres. Un véritable acharnement. S'il faut, il en rajoute à fur et à mesure. Mais ouais, mais c'est ça. Hein. En fait, s'il faut, là, on lui court derrière. Hein. Mais après avoir patrouillé dans tout le quartier en suivant les panneaux, Jérémy et Jonathan ne parviennent pas à localiser l'ex-mari. Alors tous les gendarmes disponibles s'y mettent, y compris Mylène, qui a quitté l'accueil. 407.
C'est une 407. Regarde. Ah ouais, je n'arrive pas à voir l'immatriculation. Là-bas, elle part. Non, c'est une ancienne IMAT. L'affaire va mobiliser les gendarmes une journée entière. Et finalement... Ah, la 407. Ah, il est là, sa 407. Elle est là. Là. Ah, d'accord. Elle est garée. L'homme vient d'être interpellé par une patrouille juste à côté de l'école de son fils. Et devant Mylène, il donne une toute autre version de l'histoire. La victime, ce serait lui. Elle fait passer pour un voyou. Elle a dit que j'avais dû tuer mon fils. Et pendant 5 ans, elle m'a détruit. Elle m'a détruit. Psychologiquement. C'est unique en taux. J'ai rencontré. Dès que je sors, je reviens ici, je fais grève de la faim. Justice sera faite. Hors de question que j'accepte ça. Mais les gendarmes ne sont pas là pour jouer les conseillers conjugaux dans cette guerre de couple. On ne fait que constater les faits, on ne fait que entendre les différentes parties. Et c'est vrai que voilà, on ne peut pas prendre parti. C'est souvent ça, parce que voilà, ils se rejettent la faute l'un sur l'autre. En attendant, une plainte a été déposée pour harcèlement et l'affaire va être traitée par cet officier de police judiciaire. Bonjour monsieur. Monsieur, s'il vous plaît. C'est vous qui avez mis les panneaux. Oui. Écoutez, pour ces raisons, donc pour le harcèlement et pour la diffamation envers votre époux, je vais vous passer un garde à vue. D'accord, c'est pas une diffamation. Non, peut-être, mais il faudra vous en répondre. Pour prouver le harcèlement, les gendarmes doivent démontrer que c'est bien lui qui dépose tous ces panneaux dans la région. Et ça ne va pas être très long. Faire une perquisition dans votre automobile. Bon, je ne mets pas les menottes, monsieur, mais enfin, une consigne. Voilà. Tu peux m'ouvrir, s'il vous plaît? L'homme s'apprêtait manifestement à repartir en campagne contre sa femme. Le harcèlement est constitué, quoi. L'infraction est là. Et qui plus est, les diffamations, vous avez bien vu là dans la perquisition, les panneaux, il en sème un petit peu partout. Donc au-delà du fait qu'il veuille faire grève de la faim, ce qui n'est pas interdit, malheureusement, il est injurieux envers son ex-épouse et puis il porte préjudice à cette femme. L'homme est placé en garde à vue. Un nouveau coup dur pour lui, d'autant qu'au même moment, dans cette voiture blanche, il aperçoit son fils et son ex-femme. Ils font aussitôt en larmes. De peur qu'il ne commette un acte désespéré, les gendarmes l'entourent discrètement, prêts à intervenir. Il est ensuite conduit à la gendarmerie et après son audition, il passera la nuit en cellule. La lumière. Un moyen pour les gendarmes de laisser retomber la pression et de l'obliger à mesurer la gravité de ses actes. C'est vraiment le strict minimum et il y en a plusieurs qui ressortent des cellules. Ça les a fait réfléchir. Sur décision du procureur, l'homme sera libéré le lendemain matin. Quelques jours plus tard, il déposera de nouveaux panneaux dans la ville. Le dossier est désormais entre les mains de la justice. Au menu cette semaine avec Kitok. Il y a un fléau que les gendarmes de Saint-Maximin ont beaucoup de mal à combattre et qui fait régulièrement la une de la presse locale, les cambriolages. Avec plus de 6500 plaintes par an, près de 20 par jour, le Var est l'un des départements les plus touchés du pays. Il faut dire que ces maisons isolées et ces petits villages huppés en font une cible idéale. Et depuis quelques semaines, une nouvelle équipe dévalise le secteur. Des cambriolages à répétition, quand les propriétaires sont au travail. C'est Jérémy, ce Marseillais de 29 ans, le plus jeune enquêteur de la brigade, qui est chargé de l'affaire. T'as vu là que t'as pas de signature du tout? C'est une esquisse. D'accord. Ce soir-là, Jérémy vient d'être appelé pour un nouveau cambriolage. Et alors qu'il se rend sur place pour démarrer son enquête, il reçoit cet appel. Alors attends, parce qu'on m'a déjà contacté en... C'est pas le même que début de soirée? D'accord. Un second cambriolage, juste à côté du premier. Ah, c'est le voisin de celui c'est lequel je vais aller. Tu m'as dit le numéro? Ok. Bon, bah écoute, ouais, effectivement, ça colle tout à fait avec
avec l'autre. On a certainement un voisin du cambriolage chez qui on devait aller, qui a été cambriolé aussi. Nous n'en avons pas fait 15, on en fait plusieurs. En espérant que ça s'arrête là, mais on verra. Je fais les photos, moi. Ça va. Voilà. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Dans la première maison, le propriétaire a découvert les dégâts en rentrant du travail. Ça serait passé cet après-midi, c'est ça? Moi, je suis revenu ici à 18h15. D'accord. J'ai juste refermé la porte. Les cambrioleurs sont entrés par cette chambre en forçant la baie vitrée. Mais ici, pas de traces visibles ni d'empreintes. Je te laisse regarder là, Julie. On va avec le monsieur, il va nous montrer la suite. Voilà, donc le premier truc en arrivant, c'était ça. D'accord, à partir de là, l'autre côté, rien du tout. Il y avait un appel apparent, rien n'a été ouvert, voilà. Il n'y a rien de fouillé là-bas. Non, ça c'est sûr. Les malfaiteurs se sont concentrés sur les chambres et la salle de bain. C'est souvent là qu'ils trouvent ce qu'ils recherchent, des bijoux. Ici, ils ont volé une montre de plus de 3000 €. Là, vu comment la maison est fouillée, oui, ils cherchent des bijoux. Ils ne s'emparent pas des objets multimédia, apparemment. Pourquoi les bijoux? Parce que c'est facile à revendre, ça coûte cher, donc les montres également. Donc. Des cambrioleurs qui frappent en quelques minutes. Difficile de les coincer en flagrant délit. Quand on a un secteur aussi large, on ne peut pas être de partout à la fois. On essaye de s'orienter dans des zones où on pense que ça peut être utile, mais bon, voilà, ça va tellement vite et puis ça semble tellement facile aussi, donc voilà. Et en une seule journée, ces délinquants peuvent empocher un joli magot. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. Quelques mètres plus loin, dans la deuxième maison cambriolée, le bilan est beaucoup plus lourd. Vous aviez des bijoux de valeur, monsieur? Oui. Des montres, des colliers, des alliances, des bagues, beaucoup d'oreilles, enfin, voilà quoi. Donc que des bijoux, à première vue, du moins. Et de l'argent. Et de l'argent. Il y avait de l'argent dans la penderie et apparemment il n'y est pas. Après on n'a pas touché dessous. Mais... Une grosse somme? Dans les 1000 € quoi. D'accord. Pour ces retraités, ce sont les économies de plusieurs mois qui viennent de s'envoler et les souvenirs de toute une vie. On ressent une grosse angoisse. Une grosse angoisse. Savoir ce qui s'est passé, comment, est-ce qu'ils vont revenir, est-ce que, voilà, qu'est-ce qu'ils nous ont pris, parce qu'il y a beaucoup de biens qui... c'est pas tant la valeur, c'est la valeur sentimentale que représentait ce bien. Voilà pourquoi les gendarmes ont fait de ces cambriolages une priorité. Et il arrive parfois que ces malfaiteurs bien rodés commettent des erreurs. Bonsoir quand même, madame. Le lendemain, dans le même secteur, un nouveau cambriolage est signalé. Identique à ceux de la nuit, le 6e en 24 heures. Jérémy envoie des enquêteurs sur place. Et cette fois, ils auront plus de chance. Là, vous avez rien touché? Non, je n'ai pas touché ici. Dans cette maison, chaque meuble a été fouillé. Les cambrioleurs ont pris tout leur temps et ils ont emporté tous les bijoux de la famille. Mais cette fois, ils semblent avoir laissé des traces de leur passage. C'est vrai, je la prendrai. Hein. Laquelle tu vois là? C'est un petit doigt par contre. Non, mais dans le doute, vaut mieux prendre. Les auteurs, s'ils ne portent pas de gants, ça peut être le cas, laissent des traces avec leurs mains. On fait des recherches sur les matières qu'ils ont pu toucher, les boîtes à bijoux, etc., où ils ont forcément manipulé, pour voir si on trouve des empreintes digitales. Et même si les cambrioleurs portent des gants, ils peuvent laisser derrière eux de minuscules indices, un cheveu ou de la salive, qui contiennent leur empreinte génétique. Et sur des gants, on peut trouver aussi de l'ADN. Parce que bon, les gants, des fois, ils se baladent dans leur poche. Dans leur poche, ils mettent des fois leurs mains, etc. Donc on peut trouver de l'ADN, même s'ils mettent des gants. Les gendarmes vont relever ici plusieurs empreintes digitales et des traces ADN. Un travail de fourmi qui finira peut-être par payer un jour. Ce matin-là, à quelques kilomètres de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, une importante interpellation se prépare. Okay, on va passer par là pour atterrir ici, tu vois. Mais le souci, c'est que là, il y a un séjour et là, il y a un séjour. Jérémy est accompagné de Mohamed, un gendarme du GELAC, le groupe spécialisé dans les cambriolages. Grâce à de l'ADN prélevé dans une autre affaire,
il a identifié un suspect. On va chercher un individu qui a commis un cambriolage et donc il y a eu l'ADN de l'individu qu'on va chercher à 2 endroits. Jérémy espère que ces traces ADN vont porter un coup à ces vols à répétition dans la région. Dès qu'on le tape, c'est dans le top action. Vous resserrez le bouclage pour éviter qu'il y ait des fuites au niveau des fenêtres qui donnent sur l'arrière de la maison. Ouais, ça marche. Le suspect, âgé d'une vingtaine d'années, est déjà connu pour vol avec violence et recel. Voilà pourquoi les gendarmes de Saint-Maximin ont appelé en renfort cette unité, spécialisée dans les interpellations à risque. Jérémy se poste à l'arrière du bâtiment pour le cueillir en cas de fuite. Reste là, au sol, au sol, mets-toi au sol, au sol, au sol. Ok, t'arrêtes d'interpeller. Une fois le suspect menotté, les enquêteurs fouillent la maison à la recherche de preuves, comme des objets volés lors du cambriolage. On va faire la perquisition. Seulement voilà, dans ce genre d'affaires, les suspects savent bien qu'il ne faut rien garder de compromettant chez eux. La perquisition ne donne rien, mais les traces ADN suffisent à impliquer le jeune homme qui va devoir s'expliquer. C'est un sentiment un petit peu d'aller au bout des choses, quoi. Quand effectivement toute l'année on travaille sur les cambriolages et de pouvoir en résoudre, c'est plaisant, effectivement. Ces empreintes et ces traces ADN sont un atout essentiel pour les gendarmes. Dans les affaires de cambriolage, il est souvent difficile de trouver des preuves. En général, ce qu'ils volent, c'est des produits comme des bijoux, des objets multimédia qui sont revendus immédiatement derrière. Donc vous imaginez bien que c'est même pas la peine d'essayer de retrouver les objets, quoi. Au cours de sa garde à vue, le suspect reconnaîtra le recel d'objets volés, mais il niera avoir commis le moindre cambriolage. L'affaire n'a pas encore été jugée. L'enquête est toujours en cours pour tenter de retrouver un complice. À Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, les gendarmes sont confrontés à une autre forme de criminalité et de délinquance qui cause régulièrement des drames. Le secteur est traversé par de grands axes routiers, comme l'autoroute A8, l'une des plus fréquentées de France. Ou la fameuse Nationale 7, la route des vacances, sans compter les dizaines de départementales. Excès de vitesse, alcool au volant ou conduite dangereuse. Dans ce secteur, en 2015, la délinquance routière a fait 2 morts et 7 blessés graves. Au peloton motorisé de Saint-Maximin, 28 gendarmes luttent chaque jour contre cette délinquance routière. Parmi eux, Cédric, 38 ans. Après plusieurs années dans un groupe d'intervention, il a rejoint les 11 motards de l'unité il y a 3 ans. Ce jour-là, en pleine période de vacances et de fort trafic, il se prépare pour une grosse journée de contrôle. Là, ce matin, on va mettre en place un contrôle de vitesse sur l'autoroute. Et donc, les motos sont un bon outil pour pouvoir intercepter les véhicules qui nous sont signalés en excès de vitesse. Ces motos peuvent atteindre 260 km/h. Et grâce à elles, lorsque le trafic est dense, Cédric peut se faufiler entre les voitures. Avec son coéquipier, il se poste à l'entrée d'une aire d'autoroute. Et de l'autre côté, un gendarme relève les vitesses des véhicules. Au bout de quelques minutes seulement, première infraction. « 157, 157, la Clio noire. Clio noire, écho. Sur ce tronçon, la vitesse est limitée à 130 km/h. Et vous allez le voir, cet excès de vitesse va coûter très cher à ce conducteur. À plus de 200 km/h, il ne faut à Cédric que quelques secondes pour le rattraper. Entraîné à croiser les mains pour tenir la poignée d'accélérateur,
Il fait signe au conducteur de le suivre. Il garde en permanence un œil sur lui, au cas où il tenterait de fuir, et l'escorte jusqu'à la brigade. Préparez votre permis de conduire et les papiers du véhicule, monsieur, quelqu'un arrive. Un petit excès de vitesse. A priori, rien de très grave pour l'instant pour ce conducteur. Mais en réalité, il vient de se mettre dans de très sales draps. Vous venez avec moi, monsieur? C'est Sabrina, une collègue de Cédric, qui prend le relais pour le verbaliser. Installez-vous. Mon collègue vous a donné la vitesse. Vous avez été contrôlé donc à 157 km/h au lieu de 130 km/h. Donc c'est pas un grand excès de vitesse, c'est un petit excès de vitesse. C'est une amende de 45 € et une perte de 1 point. En apparence, la contravention n'est pas lourde. Mais en réalité, ce petit point en moins, c'est le début de gros ennuis pour cet automobiliste. Commercial de profession, il passe ses journées sur les routes. Vous savez combien il vous reste de points sur votre permis? C'est 1 point. 1 point, ah, effectivement. C'est le point qu'il ne fallait pas perdre. Si le tribunal de police le décide, l'homme pourrait perdre son permis. Il faut dire qu'il n'en est pas à son coup d'essai. Et c'était pour quel type d'infraction que vous avez perdu ces points? Excès de vitesse, principalement. Il va falloir voir votre façon de conduite aussi. Quand il vous reste 1 point, c'est qu'il y a un souci. Non, il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de souci? Non, aucun. L'homme semble se moquer de la sanction. Pour l'instant, il peut repartir avec sa voiture. Mais les jours de son permis sont comptés. Écoutez, merci. Là, monsieur, au revoir. Bonne journée à vous. Au revoir. C'est qu'il y a un problème quelque part, comme je lui ai dit. Quand il reste 1 point, il a quand même 12 points. C'est pas un permis probatoire. Il a 12 points, donc il le sait. 1 point, il y a un problème quelque part. Et il n'a pas encore pris conscience. Ces comportements dangereux, les gendarmes du peloton les traquent au quotidien pour éviter les drames. Et ce jour-là, ils vont encore tomber sur des conducteurs très imprudents et même de véritables chauffards. Quelques heures plus tard, Cédric part en patrouille sur l'autoroute. Sans sa moto cette fois, avec 3 de ses collègues. Et il tombe sur ce poids lourd, arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence. Donc là, on va aller voir le camion, pourquoi il est arrêté. Et c'est un Danois. Garer un camion de cette taille, ici, juste à côté des véhicules lancés à 130 km/h, c'est particulièrement dangereux. Seul un problème mécanique peut justifier de prendre un tel risque. So what's exactly the problem? Temperature. Yes, I Yeah, understand. ouais. But how many times have you been here? 5 minutes. Okay. And now it's okay, you can go? Le chauffeur affirme avoir une panne de radiateur. Mais Cédric et son collègue ont de sérieux doutes. Il nous dit qu'il est arrêté parce que son camion a surchauffé. Or, quand il met le contact, il n'y a aucun voyant et la température est à peine à la moitié. Donc là, je vérifie ses temps de conduite qu'il a eu précédemment pour vérifier qu'il n'est pas tout simplement en train de faire sa pause. Un chauffeur de poids lourd doit faire une pause toutes les 4h30. C'est la loi. S'il ne le fait pas, il risque une lourde amende. 135 €. Donc c'est ça, il a 4h21 de conduite. Donc il s'est dit, tiens, je vais faire ma pause. Il n'a pas de panne, non, il fait sa pause. Il fait sa pause tranquillement. Donc il va nous suivre et on va aller se mettre en sécurité pour faire le contrôle correctement. Le chauffeur n'a pas pris le temps de faire une pause. Et pour ne pas risquer d'être verbalisé, il s'est tout simplement arrêté au beau milieu de l'autoroute. D'ailleurs, son camion redémarre sans aucun problème. Rien de manquer de se faire pousser par une Twingo. Ouais. Et là, tu vois, à l'allure où il roule, un autre camion, on voit pas sa vitesse, peut lui rentrer dedans. Une fois le poids lourd stationné en toute sécurité sur une aire d'autoroute, les gendarmes verbalisent le conducteur. Mais pour cet arrêt injustifié sur une bande d'arrêt d'urgence, l'amende est beaucoup moins élevée que pour un dépassement de temps de conduite. C'est pas la même amende, 22 € pour un stationnement sur une bande d'arrêt d'urgence et après ça va jusqu'à 135 € pour les temps de conduite. Ah oui, s'en tire très bien là, 22 €. Pour éviter une lourde amende, le chauffeur a pris le risque de causer un accident grave. Et ce jour-là, les gendarmes ne sont pas au bout de leur surprise. Ils vont croiser la route d'un conducteur qui va battre tous les records d'imprudence. Nous sommes sur la départementale 3.
Une jolie route de Provence où les automobilistes prennent souvent quelques libertés. Voilà pourquoi Sabrina et ses collègues la surveillent de près. C'est une grande ligne droite dont la vitesse est limitée à 90 km/h, grande circulation et très large. Les gens ont tendance à aller très vite. Posté au milieu de cette ligne droite, Cédric relève les excès de vitesse. 105 la petite là. Et un peu plus bas, Sabrina et ses collègues interpellent ces conducteurs un peu trop pressés. Bonjour, contre-gendarmerie. Je vais vous demander de vous insérer dans la voie, s'il vous plaît. Ici, les vitesses constatées sont souvent bien supérieures aux 90 km/h autorisés. La Clio, combien? 145 km. 145, donc il y a une rétention aussi à faire. Je fais ça, monsieur, c'est concernant votre rétention de permis de conduire. Pour tout excès de vitesse supérieur à 40 km/h, les gendarmes retiennent le permis des conducteurs pendant 3 jours. Le temps que le tribunal décide de le suspendre ou même de l'annuler. Et ce jour-là, la conductrice de cette grosse cylindrée va battre tous les records. Elle vient d'être contrôlée à 151 km/h, un excès de vitesse rarement relevé sur une départementale. Je vais vous faire donc une rétention du permis de conduire, parce que vous ne pouvez plus conduire à partir de maintenant. D'accord. Ensuite, on attend le dépanneur. On rejoindra les bureaux à l'autoroute. D'accord. Là, je vais vous entendre. Vous allez m'expliquer pourquoi vous rouliez à une telle vitesse. Et je vous remettrai, donc il faudra verser une consignation de 750 €. Et je vous remettrai la convocation devant le tribunal de Draguignan. La conductrice d'origine monégasque ne semble pas réaliser la dangerosité de sa conduite. Ce qui la préoccupe surtout, c'est de savoir comment elle va pouvoir repartir. C'est le véhicule reste ici, on rentre comment? Ah ben, c'est pour ça, c'est ce que je vous dis. Le véhicule, il vaut mieux appeler un dépanneur. Tout le monde va à la gendarmerie d'autoroute Saint-Maximin, au moins vous ne serez pas isolé ici. Et au moins le véhicule sera en ville. Il n'y aura pas de risque pour le véhicule. Et après là-bas, vous pouvez faire le nécessaire pour que quelqu'un vienne chercher la voiture, mais vous ne pouvez pas conduire. Voilà. J'appelle le dépanneur, par contre ça vaut frais. C'est vraiment des vitesses qu'on voit sur l'autoroute. Mais elle n'a pas l'air de se rendre compte en fait. Elle, tout ce qu'elle veut, c'est se reprendre la route. Donc, voilà. Cette fois, l'excès de vitesse est si important que la sanction peut même être encore plus lourde. Je vais prendre attache avec le parquet et ça se trouve, au vu de la vitesse, en fait, ils vont décider peut-être d'une saisie du véhicule. Quoi. Donc, ça rigole pas là. Non. Le gendarme fait référence à cet article du Code pénal de 2004. Pour un dépassement de plus de 50 km/h au-delà de la vitesse autorisée, le véhicule peut être saisi par la justice et revendu au profit de l'État. C'est au procureur d'en décider. En attendant, la grosse cylindrée est transportée à la gendarmerie. Et les explications de sa conductrice ne vont pas vraiment convaincre les gendarmes. Comment ça se fait que vous rouliez à cette vitesse? C'était comme ça, j'étais fatiguée, j'ai dit ok, peut-être. D'accord. Au téléphone, Sabrina attend la décision du parquet de Draguignan pour savoir si le véhicule sera finalement saisi. Est-ce qu'on est à plus de 70 km/h? Non, pas de plus de 70. Est-ce qu'on est en agglomération? Non. D'accord, merci, au revoir. La voiture n'est pas saisie parce que le procureur de la République estime pour ce cas que c'était pas dangereux parce que c'était pas en agglomération, que l'excès de vitesse était supérieur à 50, mais ne dépassait pas non plus 60 km/h, ni 70 km/h. Un ami de la conductrice viendra finalement chercher le véhicule à la gendarmerie. Convoquée au tribunal quelques jours plus tard, elle écopera d'une interdiction de conduire sur le territoire français pendant 3 mois. Chaque année, le peloton motorisé de Saint-Maximin relève plus de 3500 infractions routières. Les 2 unités de Saint-Maximin, le peloton autoroutier et la brigade, travaillent aussi main dans la main sur certaines affaires qui peuvent troubler l'ordre public. Et en ce moment, il y a un phénomène qui les préoccupe et qui se cache dans ces immenses étendues de forêt provençale. Des rave-parties sauvages, ces grands rassemblements d'amateurs de musiques électroniques qui investissent des champs ou des bâtiments abandonnés sans autorisation. Ils durent parfois plusieurs jours et attirent des milliers de personnes.
Nuisances sonores, consommation excessive d'alcool, trafic de stupéfiants. Pour les gendarmes, ces rassemblements sont un vrai cauchemar. Ce soir-là, une patrouille part en urgence de la brigade. Francis et Jérémy viennent d'apprendre qu'une rave-party illégale s'est installée dans le secteur. Ils doivent à tout prix empêcher les fêtards de s'y rendre par centaines. Mais pour ça, il faut déjà trouver où elle a lieu. Concrètement, c'est des personnes qui s'approprient un terrain sans consentement de la commune ou du propriétaire du terrain. Et donc, ils font leur fête et puis ça consomme tout type de drogue. C'est un peu le bordel là-bas, en fait, de manière générale. Des riverains excédés par le bruit ont indiqué une zone approximative. Mais les rave-parties sont souvent difficiles à localiser. Les fêtards se cachent dans des lieux isolés, alors pour les trouver, pas d'autre choix que de tendre l'oreille. On est pas mal. J'entends le tout de là. Manifestement, ils sont sur la bonne voie. Et 1 kilomètre plus loin, en pleine forêt, ils croisent ce scooter, sorti de nulle part. Bonsoir, monsieur. Coupez le contact. Vous en revenez, quoi. Il y a du monde ou quoi? Il y a une centaine de personnes. Centaine de personnes? Ouais. Ça marche, ok. Vous avez les papiers du scooter, s'il vous plaît? Le jeune homme n'a commis aucune infraction, il poursuit sa route. Mais les gendarmes, eux, commencent à s'inquiéter. Une centaine de fêtards seraient déjà sur place. S'ils sont trop nombreux, ils ne pourront plus rien faire. À 3 contre 100, ça c'est sûr, hein. Ça c'est clair et net. Hein. Ça, on va bien voir, on y arrive là. Hein. On va bien voir combien ils sont réellement, parce que bon, des fois les estimations de certains... Cette fois, l'estimation semble juste. À quelques mètres de la rave-party, un groupe de fêtards vient à leur rencontre. Bonsoir, messieurs. Quand est-ce que vous comptez arrêter le truc là? Alors, demain, à la base, c'était une soirée privée. Une soirée privée? Une soirée privée, ça c'est dans un endroit privé. Ouais, qui vous appartient. Et le problème, c'est qu'on a pas mal d'appels pour le son déjà. D'accord? Vu qu'il y a un petit peu de vent, ça porte vachement sur les communes alentours. Donc, essayez de baisser un tout petit peu déjà pour l'instant. Et puis après, on verra comment ça se passe. Ça va. Ok? Ça va. Un simple avertissement. Ce soir, les gendarmes ne peuvent rien faire de plus. Ils ne s'approchent pas davantage. Francis pense à la sécurité de ses hommes. À 3, ça va être compliqué. Ouais. Puis j'ai un mauvais souvenir de la dernière fois où on n'était pas nombreux aussi. Donc... Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai failli prendre une caillasse en pleine tête là, qui arrivait par derrière de n'importe qui était un peu trop éméché. Et voilà, quoi, il a tiré une caillasse sur les gendarmes. Voilà. Ce soir, la fête continue. Mais les gendarmes ne vont pas en rester là. Francis prévient aussitôt ses collègues du peloton motorisé. Et dès le lendemain matin, sur un carrefour stratégique tout près de la rave-party, Cédric et ses collègues contrôlent le moindre véhicule. Nicolas, le chef du peloton, dirige les opérations. Allez-y, s'il vous plaît. Les gendarmes tentent de repérer les conducteurs ivres ou ceux qui ont consommé des stupéfiants. Quand ça devient jaune, je le récupère. Et soudain, à une centaine de mètres du rond-point, les gendarmes repèrent cette voiture qui fait marche arrière. Ils soupçonnent le conducteur de vouloir échapper au contrôle. Welcome. L'homme s'est arrêté sur le bas-côté et le contrôle va très vite dégénérer. Si, vous avez le permis de conduire? N'en fumez pas, monsieur. Pardon? On va vous soumettre au dépistage d'alcoolémie. Vous fumez Pardon? pas. Je peux pas fumer? Non. Bah si. Non, monsieur, vous fumez pas. Monsieur, vous fumez pas. Fumez pas. Monsieur. Fumez pas. Pardon? Interdit. L'homme n'est visiblement pas dans son état normal. Il refuse de se soumettre à l'alcotest et au dépistage de stupéfiants. Il n'y a pas besoin de pister à l'alcoolémie, hein.
C'est pas vous qui choisissez. Moi, je suis arrêté, j'ai pas le contact. Mais alors, montre tes papiers, fais ce qu'ils te demandent et moi, je suis arrêté et il n'y a pas de problème. C'est tout. Si l'homme est ivre, mais dans un véhicule à l'arrêt, il ne risque rien. Mais là, le problème, c'est que tous les gendarmes l'ont vu faire marche arrière. C'est plus ou moins une légende urbaine qui dit que si, quand on arrive, le conducteur est arrêté, on ne peut pas le verbaliser, alors que tous les militaires qui étaient là l'ont vu s'arrêter, faire marche arrière dans le chemin et attendre qu'on arrive. Mais l'homme ne veut rien entendre. Et même ses amis ne parviennent pas à le raisonner. Qu'est-ce qu'il y a? Montre-lui tes papiers, c'est tout. Monsieur, vous restez là. Monsieur, vous restez là. Montre-leur tes papiers. Moi, les papiers. Arrête de faire scandale. Mais les papiers, les ça. Restez là-bas. Vous touchez pas trop. Restez là-bas. Je m'en bats les couilles. T'es en train de te faire remarquer, j'ai envie de te mettre des tartes là. Essayez de raisonner parce que... Devant la République française, tu mets comme ça. Les gendarmes tentent de garder leur calme, bien décidés à le faire souffler dans l'alcotest. Non. Monsieur, Mais je me souviens pas. vous restez là. Écoutez. La situation dégénère. Nicolas appelle Cédric en renfort. Je suis garé, je suis stationné, il n'y a pas les clés sur le contact, ils vont tous se faire enculer. C'est quoi? Ils vont tous se faire enculer. Mais non, je ne suis pas soufflé. C'est l'insulte de trop. Les gendarmes décident de l'interpeller. Bien sûr que si, monsieur. Arrêtez. Venez avec nous, monsieur. Allez, mettez les mains dans le dos. Et ben voilà, t'auras tout gagné. T'auras tout gagné. Je bats les couilles. Ben, moi j'ai rien fait. Désolé. Vous me tenez? Ouais. Il a refusé de se soumettre, donc on va l'amener avec nous dans nos locaux, soit pour le convaincre de se soumettre, soit pour faire une procédure de refus de se soumettre. Donc c'est un délit. En refusant de se soumettre au contrôle de stupéfiants et d'alcoolémie, le conducteur perd d'office 6 points sur son permis de conduire. Mais surtout, il risque 2 ans de prison et 4 500 € d'amende. Alors Cédric essaye de le ramener à la raison. Donc est-ce que vous êtes d'accord pour souffler dans l'éthylotest, là maintenant tout de suite? Bah, vous me dites oui, vous me dites non, point. Bah, nous on vous dit que vous conduisez, ça c'est votre parole, après on a la nôtre. Je vous tutoie pas moi monsieur, je vous connais pas. Décidément rien n'y fait, l'individu maintient sa version peu crédible. Il est placé en garde à vue, direction la gendarmerie. Allez-y. Une signature là. Allez, monsieur. Pourquoi? Ça, ce sont vos droits. En fait, ça veut dire qu'on vous a dicté vos droits. Et même cette simple formalité, signer sa feuille de garde à vue, devient un casse-tête pour les gendarmes. Je n'étais pas en conduite. Oui, ça vous expliquerez demain. Vous expliquerez. Non, c'est ça, on verra demain pour l'histoire de votre conduite là. Oui, demain vous allez vous expliquer, il n'y a pas de souci, monsieur. Hein? Non mais attendez là, vous faites n'importe quoi là, monsieur. Tu peux me ressortir le document ou pas? Parce que là, il marque n'importe quoi là, il signe pas. C'est pas grave, tu t'en fous. C'est lui qui a signé ça, c'est lui qui a signé ça, c'est son problème. Ici là. Vous ça, c'est pas la peine. Bon, d'accord. Allez. L'homme refuse de signer et les gendarmes comprennent qu'ils ne pourront rien en tirer dans cet état. Allez, non mais bien. Mais après quelques heures de repos en cellule, il reviendra peut-être à la raison. Qu'on l'a tous clairement vu arriver, se stationner, faire sa marche arrière et rester posé là. Mais voilà. Comme je lui ai dit, c'est un mensonge d'un enfant de 4 ans qui vient de dessiner sur le mur et qui jette le stylo en disant « c'est pas moi ». Demain matin, il sera doux comme un agneau, il nous dira « oui, j'ai bien conduit, oui, j'ai bu ci, oui, j'ai fumé ça ». Comme la plupart du temps. Et en effet, le lendemain matin, c'est un autre homme qui se tient devant les gendarmes. Il confirme avoir participé à la rave party et se montre beaucoup plus docile. Les collègues ont tout de suite vu le véhicule. Vous avez effectué un arrêt. Hop, vous avez fait une marche arrière. Vous êtes engagé dans un chemin de terre. Eux, tout de suite, ils sont arrivés sur vous. Ils sont arrivés sur vous. À aucun moment, on vous a perdu de vue. À aucun moment, on vous a perdu. À aucun moment, il y a eu un échange de passagers-conducteurs. Donc, ne dites pas des sottises. Hein? Donc, vous étiez bien le conducteur, vous avez bien conduit. Voilà, c'est tout. Des aveux qui arrivent un peu tard. Non seulement le conducteur perd son permis, mais il sera convoqué dans quelques mois au tribunal. Pour avoir refusé de se soumettre au contrôle, il risque 2 ans de prison. Des affaires qui s'enchaînent pour les gendarmes,
Pourtant, certaines d'entre elles sont prioritaires. À tout moment, elles peuvent survenir derrière les murs de n'importe quelle maison et surtout dégénérer en quelques minutes. Ce sont les violences familiales. Tous les jours, la brigade reçoit des appels à l'aide. Ce matin-là, justement, à la gendarmerie de Saint-Maximin, les événements vont s'accélérer. Sébastien est de service. Ce gendarme de 30 ans connaît bien la région, il y est né. Avec son collègue Jonathan, il est appelé en urgence. Donc en fait, on intervient pour des violences intrafamiliales qui se sont produites ce matin. La maman se trouve avec ses 2 enfants au niveau de l'école, avec une psychologue et la directrice, j'imagine, pour évoquer ces violences. Et le papa, qui est au courant que la maman se trouve à l'école, gravite autour de l'école et cherche à prendre contact avec elle. Une jeune mère de famille serait frappée par son compagnon. L'homme l'aurait même poursuivi jusqu'à l'école des enfants. Là, pour l'instant, il était à l'extérieur, il n'était pas en train d'essayer d'entrer dans l'école. Il la cherche. D'accord. Les 2 gendarmes se dirigent vers un petit village, à quelques kilomètres de Saint-Maximin. Aux abords de l'école, aucune trace du compagnon. Sébastien cherche rapidement à entrer en contact avec la jeune femme. Bonjour. Bonjour. Il est reçu par la directrice de l'école. Il est plus dans le coin du tout, visiblement? Ah ça, je peux pas vous dire parce que là, il lui a envoyé plein de textos, elle va pouvoir vous montrer, il cherche partout. D'accord. Réfugié dans une salle avec la psychologue de l'école, bonjour. La jeune mère de famille de 27 ans est terrorisée. Ça lui fait péter un câble. Qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il a commencé à jeter des trucs dans la maison, donc j'ai dit, D'accord. comme il y avait des petits, en gros, je lui ai dit pas devant les petits. Ouais. Et il montait en pression, en fait, après Ouais. il se contrôle plus, il monte en pression. Ouais. Après il m'a mis des coups de poing. Après, Il vous a mis des coups de poing où? principalement là où j'ai vraiment mal, c'est dans la cuisse. D'accord. Après j'ai eu dans le dos, dans la figure. Moi, du coup, pour me défendre, je l'ai attrapé au cou et du coup il a greffé au cou. D'accord. Et en fait, mon dernier, il lui a dit, ferai pas maman, tout ça. Il lui a dit, bah, puisque tu défends ta pute de merde, ta pute de père, il s'en est pris verbalement, mais il s'en est pris au petit. D'accord. Mais c'est surtout la suite du récit qui va inquiéter Sébastien. Le compagnon violent se montrerait menaçant. Après, il me envoie des messages. Si tu rentres pas dans les 10 minutes à la maison, tu vas voir ce qui va t'arriver. D'accord. Des menaces, d'accord. Pour Sébastien, il n'en faut pas plus pour décider d'intervenir. Faut pas qu'on traîne parce que ce soir il risque d'avoir un problème si on n'agit pas rapidement, quoi. Mais avant tout, le gendarme doit constituer un dossier et faire constater les blessures de la jeune femme. Voilà pourquoi il l'a conduit chez le médecin le plus proche. En général, c'est avéré. Parfois, ça l'est pas. Et ça peut être une vengeance, ça peut être... donc voilà, c'est à nous aussi de déterminer un petit peu ce qu'il en est. Donc le certificat médical permet de savoir si c'est réel ou pas. Et ce verdict médical est implacable. La victime a bien été frappée violemment. Le docteur lui prescrit même 8 jours d'arrêt de travail. Mais il faut maintenant qu'elle accepte de porter plainte. Et c'est bien tout le problème dans ce genre d'affaires. Les victimes, souvent, sont prises entre l'amour, le fait qu'elles soient victimes. Donc c'est un peu compliqué le dépôt de plainte parce que malgré tout, elles n'ont pas envie qu'il ait d'ennui. Elles disent si je dépose plainte, est-ce qu'il va aller en prison? Est-ce qu'il va aller en garde à vue? Une femme écoute parfois plus attentivement les conseils d'une autre femme. Voilà pourquoi Sébastien fait appel à l'une de ses collègues. Vous déposez plainte, hein? Ben, comme ça, au moins on y va, on l'interpelle, il se passe en garde à vue, on fera la procès. La jeune femme se confie. Ce ne serait pas la première fois que son compagnon la frappe. Sébastien identifie l'individu et le temps de mobiliser du renfort, il part pour l'interpeller sans plus attendre. Apparemment, il n'y a pas d'armes à la maison, il n'est pas chasseur, il n'est pas porteur de couteau habituellement. C'est le genre d'interpellation qui inquiète les gendarmes. Sébastien et ses collègues redoutent une réaction violente de l'individu et les militaires de Saint-Maximin ont tous encore en tête le drame survenu en 2012 à quelques kilomètres de là dans un petit village. Ce jour-là, Alicia et Audrey, 2 gendarmes de 29 et 35 ans, interviennent sur un simple différend entre voisins. Une affaire banale, mais les 2 jeunes femmes vont tomber sur un forcené. L'homme s'empare de leur arme de service et les abat toutes les 2. Sébastien le sait, dans son métier, le danger est permanent. Oui, on y pense, bien sûr qu'on y pense. Parce qu'on
Cette histoire a marqué les esprits de chaque gendarme. Donc oui, effectivement, sur chaque intervention, on ne sait pas sur quoi on peut tomber. Il n'y a pas d'intervention banale. Alors pour cette interpellation, Sébastien a demandé le renfort des gendarmes mobiles. Des hommes spécialement équipés pour assurer leur sécurité lors de ces interventions sensibles. C'est la gendarmerie. On vient chez vous, vous êtes placé en garde à vue pour des faits de violence sur votre compagne. Vous sortez les mains de vos poches, s'il vous plaît. Cette arrivée en force des gendarmes fait son effet. L'individu se laisse menotter sans résistance. Il est placé en garde à vue et conduit à la gendarmerie. Lors de son audition, avec beaucoup d'aplomb, il va donner sa vision de l'affaire. Elle était défigurée ou pas? Vous l'avez vu, elle était défigurée. Ah bah ça veut rien dire défiguré ou pas. Rien du tout. Rien. Ça déconne. Vous savez ce que vous avez fait, vous? Arrêtez, bien sûr, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Je suis pas venu chialer comme une pute, mon gendarme. Ça vaut pas le détour, tout ça. Bah, je sais pas, c'est vous qui le dites, ça vaut pas le détour. Même moi, je vous le dis. Je le cache pas, j'ai mis une couille, alors. Mais j'ai mis une couille pas pour la déposer. Après, si vous souhaitez déposer plainte, vous pourrez le faire le temps de votre audition, mais pour l'instant, c'est vous qui êtes mis en cause dans cette affaire. L'homme banalise la violence et provoque le gendarme. Mais Sébastien garde son calme. Sur décision du procureur, l'individu sera relâché à l'issue de sa garde à vue, mais placé sous contrôle judiciaire, avec interdiction d'entrer en contact avec sa compagne jusqu'à son procès. Il encourt 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Des violences conjugales que les gendarmes prennent toujours très au sérieux. Tous les 3 jours en France, une femme meurt sous les coups de son conjoint. Ces affaires douloureuses sont quasi quotidiennes pour les gendarmes de Saint-Maximin. Pourtant, de temps à autre, ils doivent faire face à d'autres missions qui sortent franchement de l'ordinaire. Ce matin, nous retrouvons Cédric. Le gendarme a laissé sa tenue de motard et part enquêter sur l'une des aires de repos de l'autoroute A8. Cette fois, l'affaire est plutôt étonnante. Dans cette station-service, il vient chercher les vidéosurveillances d'un homme aux mœurs un peu particulières. Là, on voit clairement là-bas, il se met sur derrière le camion, il y a un transformateur électrique. C'est une personne qui vient la nuit, qui se met sur un parking qui se trouve derrière la station, un petit peu en surplomb. Et cette personne se masturbe ouvertement devant tout le monde. L'homme est un coutumier du fait. Cette nuit, il est revenu pour la 10e fois en un mois. Il y a quelques jours, Cédric l'a même manqué de peu. Une nuit, on a été appelé et quand on est arrivé, bien évidemment, il est parti, il est monté au volant de sa voiture, on a pu relever l'immatriculation, donc on a identifié le véhicule et grâce aux photos de vidéosurveillance qu'on avait ici, on a pu l'identifier formellement. L'individu habite la région et achète régulièrement des cigarettes à la station-service. Cédric a maintenant une photo de lui. Un jeune homme de 20 ans, sans emploi, et qui a trouvé le moyen de venir jusqu'ici, sans même emprunter l'autoroute. Il arrive par la petite route qui se trouve là-haut, il se gare sur le petit parking des employés, ensuite il descend là par les escaliers, il se met sur le transformateur là derrière, et puis voilà. Même si cette fois il n'y a pas mort d'homme, Cédric prend l'affaire très au sérieux. Cette station-service, située sur la route des vacances, est souvent fréquentée par des familles. Certes, ça peut prêter à sourire, mais c'est pas logique de faire ça quand même. On sait jamais qui peut passer, quoi. Ça peut choquer, on dit toujours les plus jeunes, mais même des adultes. Un comportement choquant et illégal. L'exhibition sexuelle est passible d'1 an de prison et 15 000 € d'amende. Après avoir relevé l'immatriculation de sa voiture, Cédric a trouvé l'adresse de l'individu. Les gendarmes se rendent dans une petite commune, tout près de l'autoroute. Mais une fois arrivé à son domicile, personne. Cédric dépose dans sa boîte aux lettres une convocation à la gendarmerie. C'est la procédure dans ce genre d'affaires où il n'y a pas de caractère d'urgence. Vous croyez qu'il va venir ? Oui, il n'y a pas de raison. Je pense que
pense que c'est le domicile de ses parents et que du coup, c'est les parents qui vont trouver le document et qui vont lui dire qu'est-ce que c'est ça, pourquoi les gendarmes ils veulent te voir. J'imagine ce genre de choses. Donc je pense que oui, il va nous téléphoner dans la soirée ou demain pour prendre un rendez-vous. Mais Cédric n'aura pas besoin d'attendre aussi longtemps. L'homme vient d'appeler à la gendarmerie et il a laissé son numéro. Pour le faire venir, l'enquêteur va lui laisser entendre qu'il sait tout de ces petites escapades nocturnes. Je vous appelle concernant vos passages aux alentours de minuit, 1h du matin, lorsque vous allez sur l'aire d'autoroute à Cambarette. Oui, oui. Voilà, vous vous garez sur le parking employé qui se trouve au-dessus de la station. Oui. Voilà, et ensuite vous descendez au-dessus des camions, sur le toit du transformateur. Non. Si, nous vous avons en vidéo, monsieur. Par contre, j'y vais pour acheter des cigarettes. D'accord. Le jeune homme tente d'abord de résister, mais pas pour longtemps. Vous y êtes encore allé cette nuit, aux alentours de minuit? Hier soir? D'accord. Oui ou non? On est d'accord, vous y êtes bien allé cette nuit à minuit? Oui, oui. Voilà. Donc je vous montrerai tout ça. Et il faudra que vous vous expliquiez sur tout ça. Voilà, monsieur. Au revoir. Au revoir. Le jeune homme promet de se présenter à la gendarmerie quelques jours plus tard. Et il va donner une explication étonnante à son comportement. Ce jour-là, en tout cas, entrez, asseyez-vous. Il va passer un très mauvais moment face aux gendarmes. Bon, vous avez compris pourquoi vous êtes là? Oui. Sur vos agissements la nuit sur l'aire de Cambarette? Ok, donc je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai comme enregistrement. Comme ça, J'ai pas envie de les voir. Pardon? J'ai pas envie. Vous n'avez pas envie de les voir? D'accord, il n'y a pas de souci. Cédric n'insiste pas pour ne pas le gêner davantage. Mais il demande au jeune homme de s'expliquer. Je vais juste vous montrer simplement une photo sur laquelle on ne voit rien de particulier. C'est juste pour qu'on soit bien d'accord. Sur la photo ici, c'est bien vous. Oui. À l'origine, j'allais acheter des cigarettes là-bas. Oui. Et quand je suis arrivé, j'ai vu quelqu'un dans le... Il y avait un couple. Oui. Garé dans un camion qui faisait des choses. D'accord. Et qui me regardait. D'accord. Quand je suis descendu, du coup... Ça vous a donné des envies? Voilà, j'ai fait n'importe quoi. D'accord. Mais le truc, c'est que ça ne s'est pas passé qu'une seule fois. Moi, en tout et pour tout, j'ai comptabilisé 5 fois déjà. En gros, quand je là, je sais pas, c'est comme si je pensais revoir ce qu'il avait vu en fait. D'accord. Remis cet incident, je suis quelqu'un de normal, quoi. Bah, j'ai pas dit le contraire, hein. J'ai honte, quoi, j'ai honte. Bah, j'imagine, oui. J'imagine. Après ces explications, les gendarmes prennent le jeune homme en photo. Et ils relèvent son ADN, comme le veut la procédure dans ces affaires de délinquance sexuelle. Mais pour Cédric, l'essentiel, c'est qu'il retienne la leçon. Je vois bien que vous êtes pas en... que vous avez honte et que vous n'êtes pas en grande forme, quoi, mais... Ça vous... Voilà, vous recommencerez plus et puis tout ira bien et voilà, quoi. Ok? Allez, je vais voir pour trouver un psychiatre, là, et je vous tiens au courant. Dans cette affaire, le procureur a demandé un examen psychiatrique avant un éventuel procès. Le jeune homme risque jusqu'à 1 an de prison. Des affaires incessantes et parfois insolites, mais le travail des gendarmes comme Cédric finit par payer. Dans le Var, la délinquance n'a pas augmenté l'an dernier.